le point de départ fondamental du point de vue du diagnostic, c'est effectivement de ne pas être dans le déni de tout ce que Olivier vient de nous dire, à la fois sur la réalité de la très grande entreprise cotée et de ses différents impacts, donc je ne reviens pas sur tous ces éléments, mais aussi du fait que nous ne raisonnons pas seulement sur de l'international et du multinational, mais sur du mondial. Donc là, il y a un changement de nature qualitative qui me paraît très important à prendre en compte, parce que c'est aussi ce changement qualitatif qui, à mon avis, nous introduit à la nécessité de changements de posture qui vont concerner la très grande entreprise, mais qui vont aussi concerner d'autres niveaux, comme par exemple le niveau géopolitique. Et là, ça croise notre thème qui peut paraître étonnant. Pourquoi introduire la question de la fragilité du monde dans un débat où on parle au contraire plutôt de puissance et de puissance dominante? Précisément parce que quand on prend au sérieux la question de ce que Édouard Glissant appelle la mondialité, et la mondialité ne se réduit pas à la mondialisation qui n'est le plus souvent qu'une simple globalisation financière, mais qui ne prend pas en compte la plupart des autres grandes questions mondiales, comme la question écologique, comme la question de la fracture sociale mondiale, le fait d'avoir aujourd'hui 63 personnes qui ont l'équivalent du revenu de 3,5 milliards d'êtres humains, et par conséquent la pétaudière mondiale que ça génère, la destruction des classes moyennes qui est du coup une menace pour la démocratie. Donc toutes ces questions sont les questions de la mondialité, et quand on raisonne à l'échelon mondial et du problème du vivre ensemble, la mondialité, on est obligé à un changement de posture qui est bien illustré par la figure de renversement qu'on trouve par exemple quand des pilotes de chasse deviennent astronautes. On en a encore un exemple récent avec notre compatriote Thomas Pesquet qui est parti dans l'espace. Tous les astronautes ont été avant des pilotes de chasse. Le pilote de chasse, c'est par excellence la figure de la puissance, mais de la puissance dans sa logique de rivalité et même dans sa logique guerrière. Or, dès qu'ils ont l'expérience de voir la Terre vue de l'espace, la nature de leur témoignage change du tout au tout. Et les éléments clés qu'on voit dans leur témoignage, c'est un triptyque autour de 3 questions: la question de la beauté, la question de la fragilité et la question de la responsabilité. Et je voudrais dire pourquoi, à mon avis, cette entrée-là est fondamentale, y compris pour avancer sur les questions fondamentales qu'évoque Olivier. La question de la beauté, parce que leur premier sentiment, c'est un sentiment d'émerveillement devant cette magnifique petite planète qui est tout à fait unique dans le système solaire. Mais immédiatement après l'émerveillement devant la beauté, la question de la fragilité. Il suffit de regarder les océans et la fine couche atmosphérique et de comprendre qu'une bonne partie de la production d'oxygène vient du phytoplancton des océans, pour comprendre que, par exemple, des problèmes tels que le dérèglement climatique, l'acidification des océans, la disparition du phytoplancton, etc., peut menacer directement notre propre atmosphère. Donc, question de la fragilité écologique, mais aussi question de la fragilité anthropologique qui renvoie à la responsabilité, parce que du même coup se dire mais l'espèce qui est dominante sur cette petite planète magnifique, est-ce qu'elle va être capable d'organiser son vivre ensemble de telle façon qu'elle soit à la fois capable de préserver ses écosystèmes, cette planète magnifique,
mais aussi de se préserver elle-même, parce qu'évidemment, si elle rentre dans une logique guerrière, son rapport destructeur à elle-même est aussi un rapport destructeur à la nature, donc question de la responsabilité. Et donc, si vous prenez la question de la nouvelle géopolitique, nous sommes confrontés au fait que ce triangle de la beauté, de la fragilité et de la responsabilité devient un triangle majeur. Or, évidemment, toutes les approches classiques du politique, et c'est la raison pour laquelle je rejoins Olivier quand il dit que les formes classiques du politique ne sont pas projetables à l'échelle de la mondialité, parce que ces formes classiques du politique, elles sont au contraire fondées sur des logiques de puissance, et de puissance dominatrice. Et vous pouvez toujours chercher, vous prenez tous les grands ouvrages de philosophie politique, de géopolitique, depuis l'art de la guerre jusqu'à Raymond Aron, en passant par Clausewitz et Machiavel et tous les grands acteurs. Vous pouvez toujours chercher dans l'index les termes de beauté et de fragilité. Vous aurez du mal à les trouver, tellement c'est extérieur à leur univers. Or, on peut fonder le fait que le seul réalisme possible, c'est-à-dire la seule façon de poser le problème de la défense, qui est le problème par excellence du politique, quand on pose la question mondiale et quand on pose la question « est-ce que l'humanité est menacée ?», la réponse est oui. Mais est-ce qu'elle est menacée par des puissances étrangères extraterrestres, par des barbares extraterrestres ? La réponse est évidemment non. L'humanité est bel et bien menacée, mais elle est menacée par sa barbarie intérieure et par les effets que cette barbarie intérieure produit, y compris sur son rapport irresponsable et prédateur à ces écosystèmes nourriciers. Et donc, du même coup, la question du politique mondial doit être revisitée en d'autres termes, et renouer du même coup avec les grandes questions qui sont celles des traditions de sagesse, puisque s'il y a bien des traditions qui, sous des formes différentes, nous disent depuis des siècles et même des millénaires qu'il y a bien un problème de barbarie pour l'humanité, mais que ce problème n'est pas un problème de barbarie extérieure, mais de barbarie intérieure. Et donc, une fois qu'on a posé ce cadre-là, on est effectivement renvoyé à l'autre grande question qu'évoquait Olivier, il avait commencé par ça, qui est la disjonction qui repérait entre des humains qui souvent, dans leur qualité humaine et dans leur propre responsabilité, prenaient en compte toutes ces dimensions, y compris les plus éclairés d'entre eux, avec des qualités de conscience, des qualités de sagesse, et le fait que, par ailleurs, ils étaient entraînés dans un système qui les conduisait à avoir des critères qui poussaient non pas à la responsabilité, non pas à la prise en compte de la fragilité, encore moins à la prise en compte de la beauté, mais au contraire à une espèce de triangle mortifère où le déni de la fragilité, que ce soit la fragilité écologique ou que ce soit la fragilité humaine, les poussait au contraire à avoir des comportements globaux d'irresponsabilité. Et donc il faut pouvoir, et là je rejoins aussi Olivier, dans le fait qu'il faut sortir d'une vision dualiste, diabolisation ou idéalisation, puisque l'enjeu c'est bien à la fois le travail sur l'ambivalence de cette espèce humaine qui est capable du meilleur comme du pire, et sur les conditions qui font que dans un vivre ensemble, que ce soit le vivre ensemble de l'organisation économique, de l'organisation politique ou de l'organisation culturelle et spirituelle, le curseur aille plutôt du côté du meilleur que du côté du pire. Ce que dans les dialogues en humanité, qui est devenu un réseau international maintenant, nous appelons le problème du double PFH. C'est-à-dire d'un côté le putain de facteur humain et de l'autre côté le précieux facteur humain. Lucidité nécessaire sur le putain de facteur humain, parce que si on est dans une posture idéaliste du type on va remettre l'humain au centre, mais quel humain remettons au centre ?
s'il s'agit de remettre au centre une espèce qui, de la Saint-Barthélemy au Rwanda, en passant par Auschwitz et Hiroshima, est capable d'une capacité de maltraitance absolument inouïe à son propre égard, à l'égard des autres espèces vivantes, on ne sera pas plus avancé. Mais en même temps, il faut comprendre que cette espèce, précisément parce que sa capacité de conscience, mais aussi sa capacité émotionnelle, peut varier du côté du meilleur et des potentialités créatrices, elle peut bouger, au contraire, dans le sens positif. Alors, quand on rassemble ces éléments de cadrage, et pour revenir sur un certain nombre de questions qu'évoquait Olivier à l'instant, on est confronté à 3 types de problèmes qui entraînent eux-mêmes, me semble-t-il, 3 types de directions du point de vue des pistes d'action. La question de la légitimité, la question de la responsabilité et effectivement la question de la comptabilité. La question de la légitimité, je n'y reviens pas directement, probablement on l'approfondira ensuite dans l'échange, mais il faut bien voir qu'il y a là une question qui est absolument centrale, parce qu'on ne peut pas accepter que des responsabilités qui sont de fait des responsabilités de nature politique et sur le vivre ensemble mondial, parce que c'est bien la question de la cité mondiale qui est en jeu et du devenir de l'humanité qui est en jeu, on ne peut pas accepter que des acteurs qui ont un poids considérable sur ce terrain se retrouvent de fait en situation d'illégitimité. La question de la responsabilité, au sens où, quand des acteurs qui sont illégitimes ont une responsabilité de fait, il est très important de les reconnaître responsables de fait, même s'ils ne sont pas encore responsables de droit. Par exemple, à l'époque où j'étais à la Cour des comptes, on avait un outil qui est très intéressant qu'on appelle la gestion de fait, qu'on appliquait à tout acteur qui n'était pas un comptable public, mais qui se comportait de fait comme un acteur public. Donc on déclarait, après diagnostic, qu'on considérait que cet acteur était dans un état de gestion de fait, qui se comportait comme un comptable public, et l'ayant ainsi diagnostiqué et déclaré, on disait on va appliquer à ce comptable de fait les critères et les exigences, les responsabilités et éventuellement les sanctions que nous appliquons au comptable public. Donc la question de la responsabilité me paraît absolument centrale pour commencer à combler le fossé entre la gouvernance de fait et en même temps l'illégitimité de fait. Si on nie la gouvernance de fait, on est dans le déni et on est renvoyé à l'impuissance. Mais si, au nom de la gouvernance de fait, on accepte la légitimité de cet État, on est condamné ensuite à intervenir uniquement à la marge du système, alors même que c'est un problème central. Donc cette approche en termes de responsabilité de fait me paraît être une piste tout à fait fondamentale et dans laquelle, à ce moment-là, l'ensemble des acteurs dont parle Olivier peuvent être mobilisés autour de la question de ce rapport entre responsabilité et légitimité. Et puis le dernier point, j'aurai l'occasion d'y revenir plus longuement un petit peu plus tard, c'est la question de la comptabilité. Parce que qu'est-ce qu'il y a à la racine fondamentale de tous les problèmes que nous rencontrons? Il y a un renversement historique dans le rapport entre énergie et information. Tout système d'organisation, c'est vrai du côté humain, mais c'est vrai plus largement de l'ensemble du vivant et même plus largement de tout système connu dans l'univers, est organisé autour de ce rapport entre énergie et information. Et on a besoin des deux, parce que si on n'a que de l'énergie, mais que l'énergie n'est pas informée, on peut tout aussi bien avoir de l'énergie créatrice que de l'énergie destructrice. Donc c'est le système d'information qui va être là pour
qualifier l'énergie. Je peux avoir des tonnes de charbon, c'est mon information énergétique, mais c'est très différent de dire je suis dans une situation où je sais maintenant que ces tonnes de charbon sont dangereuses pour le devenir de la planète et l'humanité si je continue d'extraire. Or, ce qui s'est passé avec le bouleversement de la modernité, c'est que ces deux systèmes qui, dans les sociétés de tradition, étaient distincts. Par exemple, dans la comptabilité, vous aviez ce qu'on appelait en Occident chrétien la comptabilité du salut, et qui renvoyait d'ailleurs au fait que des mots comme bénéfice et perte voulaient dire d'un côté activité bénéfique, ceux qui vous plaçaient sur la voie du salut, et de l'autre côté, perte au sens de perte de valeur, et le mot valeur étant lui-même au sens de force de vie, et donc risque de perte, la perte la plus radicale, je termine, qui pouvait vous conduire à la damnation, la perte la plus radicale. La modernité, pour s'extraire, ce qui est tout à fait compréhensible, de la domination du religieux, qui tenait tout, qui tenait le rapport à la nature, mais qui tenait aussi le rapport à l'éthique, au discernement, donc au système d'information, parce que c'était le religieux qui décrétait ce qu'était le bien, le mal, ce qu'était le bénéfique, le nuisible, etc., a effectivement produit un bouleversement tout à fait considérable qui a été de dire « je ne m'intéresse plus à la question du discernement, à la distinction du bénéfique et du nuisible, je considère que je remplace les bénéfices par des soldes monétaires, je remplace les pertes par des soldes monétaires négatifs. J'ai à ce moment-là un système qui est évidemment infiniment plus simple, qui permet l'expression de potentialités qui étaient annihilées par les sociétés d'ordre religieux, mais qui, au passage, avec l'eau sale du bain des sociétés d'ordre, a largué deux gros bébés dont nous mesurerons aujourd'hui les conséquences. D'un côté, le bébé écologique, parce qu'il fallait désacraliser la nature pour la sortir de la sphère de domination du religieux, et d'autre côté, le bébé éthique, c'est-à-dire précisément le discernement de nature informationnelle sur la question du bénéfique et du nuisible. Et donc, derrière la comptabilité, il y a à réinventer, et à mon avis, l'ensemble des outils technologiques actuels le facilite, un système global qui fait qu'à chaque fois, on se pose la question des volumes d'énergie, et de ce point de vue-là, la monnaie est du côté de l'énergie et des volumes d'énergie, mais qu'on ne la confond pas avec la question du bénéfique, du nuisible, avec les débats et les délibérations que ça entraîne sur le bénéfique et le nuisible. Et à ce moment-là, on a un triptyque entre légitimité, responsabilité et comptabilité qui, effectivement, peut prendre en compte cette question radicale de la fragilité du monde.